Aidez-moi, s'il vous plaît, quelqu'un. Je frappais la porte de la salle de bain jusqu'à sentir mes jointures brûler. Cela faisait presque 3 heures que j'étais enfermée. Mon téléphone était dehors. La clé avait disparu. Et pendant que je hurlais, prisonnière chez moi, ma belle-fille profitait de l'anniversaire de mon petit-fils. Je m'appelle Mercedes, j'ai 62 ans. Ce jour-là, ma belle-fille est venue me chercher pour m'emmener à la fête des 2 ans de mon petit-fils. J'étais ravie. J'avais préparé un cadeau magnifique, mis ma plus belle robe. Rien ne laissait présager que je finirais enfermée dans cette pièce étroite, incapable de prévenir qui que ce soit, tandis que, quelque part en ville, mon petit-fils soufflait ses bougies sans moi. Comment ai-je pu en arriver là? Que m'a dit exactement ma belle-fille avant que tout bascule? Et surtout, qu'est-ce qui se passait à cette fête pendant que je frappais contre cette porte? Ce qui est venu ensuite a bouleversé ma vie. Avant de te contar Tudo, dis-moi, de quel pays ou de quelle ville m'écoutes-tu? Écris-le dans les commentaires et surtout, abonne-toi parce que ce que je vais te révéler va te choquer. Pour que tu comprennes comment j'ai fini enfermée dans ma propre salle de bain, je dois te ramener 3 ans en arrière. Je m'appelle Mercedes Amparo Reyes, j'ai 62 ans. Pendant plus de 35 ans, j'ai travaillé comme couturière indépendante. J'avais un petit atelier dans une rue commerçante de Lyon où je créais des robes, retouchais des costumes et sauvais parfois des vêtements que d'autres avaient abandonnés. Ce n'était pas une vie riche, mais c'était une vie digne, construite point par point, comme les coutures que je passais mes journées à faire. J'ai élevé mon fils Diego seul. Mon mari, Ernesto, est mort d'un infarctus quand Diego avait seulement 12 ans. Ce fut la période la plus difficile de ma vie. Je travaillais du matin au soir, souvent jusqu'à plus de 10 heures, pour payer le loyer, les repas, les cahiers d'école et tout ce dont un adolescent a besoin pour grandir sans se sentir privé de tout. Je n'ai jamais refait ma vie. Diego était mon centre, mon moteur, ma fierté. Et il n'a jamais manqué de m'honorer. Il est devenu ingénieur, a trouvé un bon travail et pour la première fois, quand j'ai eu 58 ans, j'ai pu fermer mon atelier pour prendre une retraite méritée. J'ai acheté une petite maison dans un quartier tranquille, un endroit chaleureux qui représentait le fruit concret d'une vie de sacrifice. Ma relation avec Diego était belle. Il venait chaque semaine partager un repas. On parlait de son travail, de mes projets, de tout et de rien. C'était simple, doux, un bonheur discret qui me remplissait le cœur. Puis un jour, elle est arrivée. Et quand je dis « arrivée », c'est vraiment apparu du jour au lendemain. Un dimanche après-midi, Diego est venu chez moi avec un sourire que je ne lui avais plus vu depuis longtemps. « Maman, je veux te présenter quelqu'un de très spécial. » Derrière lui est entrée une jeune femme, pas plus de 28 ans, petite, élégante, impeccablement maquillée. Elle s'appelait Valeria Sandoval. Très jolie, trop jolie peut-être, avec un style qui contrastait étrangement avec ce qu'elle disait être, assistante administrative. Ses vêtements coûtaient plus cher qu'1 mois de salaire dans ce métier. « Enchantée, belle maman. Diego m'a tant parlé de vous. Il dit que vous êtes la femme la plus courageuse qu'il connaisse. » Elle m'a enlacée. Un câlin long, trop long. Et dans ses yeux, quelque chose d'indéchiffrable. Une analyse silencieuse, presque clinique, comme si elle évaluait une marchandise. Mais Diego était heureux. Alors, j'ai rangé mon malaise dans un coin de ma poitrine. Pendant que je servais du café, j'ai demandé « Depuis quand êtes-vous ensemble ?» Diego a pris la main de Valeria, le regard brillant. « 6 mois, maman, et je lui ai demandé de m'épouser. » La cafetière a vacillé dans mes mains. « 6 mois? Déjà? Quand on sait, a-t-il répondu avec une conviction qui m'a désarmée. Valeria a souri. Un sourire parfait, mais derrière lequel j'ai cru sentir une victoire, comme si elle venait de gagner un prix. Je les ai félicités, bien sûr. C'est ce qu'une mère fait. Mais cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Un pressentiment, léger mais persistant, me murmurait que quelque chose allait changer. Et pas en bien. Le mariage a eu lieu 3 mois plus tard. Petit, élégant. J'ai insisté pour payer la moitié. Diego a refusé, mais j'ai tenu bon. C'était mon fils unique. Je voulais participer à sa joie. Les premiers mois, tout paraissait normal. Valeria était charmante, souriante.
presque trop parfaite. Elle m'appelait « belle maman » avec une douceur étudiée. Puis les petits signes ont commencé. Premier incident. J'avais préparé le plat préféré de Diego un dimanche. Un poulet rôti aux herbes, comme quand il était enfant. Il est arrivé seul. « Et Valéria ?» ai-je demandé. « Elle a mal à la tête. Elle m'a demandé de ne pas rester longtemps parce qu'on avait prévu de regarder un film. Ça m'a piqué le cœur, mais je n'ai rien dit. La semaine suivante, même chose. Puis encore la suivante. Alors j'ai demandé « Ijo, est-ce que Valéria m'en veut? Est-ce que j'ai dit quelque chose ?»« Non, maman, elle est juste occupée. » Mais je savais. On reconnaît l'inconfort comme on reconnaît une couture qui tire. Ce n'est pas visible pour tous, mais ça sert. Deuxième incident. À la naissance de mon petit-fils, Matteo, j'ai couru à l'hôpital, le cœur battant de joie. Mais Valéria m'a arrêté à l'entrée de la chambre. « Mercedes, le bébé dort. Revenez demain. Je suis épuisée. »« Je veux juste le voir une seconde. » Diego m'a coupé. « Maman, elle a raison. Reviens demain. » J'ai vu d'autres grands-mères sortir de l'hôpital en larmes de bonheur, un bébé dans les bras. Moi, je suis rentrée seule, le cœur lourd. Troisième incident. Les visites de Diego sont devenues rares. Avant, il venait chaque dimanche, puis toutes les 2 semaines, puis presque plus. Un jour, il m'a dit au téléphone « Maman, j'ai ma propre famille maintenant. Je ne peux pas être toujours chez toi. » Ça m'a transpercée. Pas parce qu'il avait tort, mais parce que ce n'était pas sa voix, pas sa façon de parler. C'était l'écho de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'était elle. Ce rythme s'est installé pendant 2 ans. Matteo grandissait, et moi, je devenais une présence lointaine, presque décorative. Je ne le voyais que lorsqu'elle acceptait, et elle acceptait rarement. Puis, un matin, Valéria a appelé. Sa voix était douce, trop douce. « Belle maman, vous êtes prête pour la fête? Je passe vous chercher dans 1 heure. » Je suis restée bouche bée. Elle ne m'appelait jamais, et encore moins pour m'emmener quelque part. J'ai cru, naïvement, que les choses s'arrangeaient, que peut-être, enfin, elle voulait créer un vrai lien. Je me suis préparée, j'ai emballé le cadeau de Matteo, j'ai mis ma plus belle robe. J'attendais à la porte, impatiente. Je ne savais pas que cette journée serait le début de la pire humiliation de ma vie. Et que ma belle-fille était sur le point de révéler son vrai visage. Valéria est entrée chez moi avec un sourire tendu, presque rigide. « Bonjour, belle maman. Vous êtes ravissante aujourd'hui. Cette robe vous va à merveille. » J'ai hoché la tête, flattée mais légèrement mal à l'aise. Il y avait dans son regard une agitation que je ne lui connaissais pas. « À quelle heure commence la fête ?» ai-je demandé. « À midi. On a largement le temps. » « Je peux utiliser votre salle de bain avant de partir? Le trajet a été horrible. »« Bien sûr, vas-y. » Elle est entrée dans la salle de bain et a fermé la porte derrière elle. Je suis restée dans le salon, vérifiant que j'avais bien tout, mon sac, le cadeau, les clés de la maison. « Belle maman, venez, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui a cassé. » Son cri a traversé le couloir. J'ai posé mon sac sur le canapé et je me suis précipitée vers la salle de bain. La porte était entr'ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? La poignée, je crois qu'elle s'est... Elle était accroupie près du lavabo. Je me suis penchée pour regarder. Et c'est là que tout a basculé. En une fraction de seconde, Valéria s'est redressée, s'est glissée hors de la pièce et a claqué la porte derrière moi. Un clic, sec, métallique, final. Valéria? Silence. Je me suis avancée vers la porte et essayé la poignée, bloquée. « Valéria, ouvre cette porte !» J'ai frappé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis, j'ai entendu ses pas dans le couloir, calme, lent, comme si elle profitait de chaque seconde. « Qu'est-ce que tu fais? Ouvre !» Sa voix est arrivée de l'autre côté, froide, totalement différente de la douceur qu'elle affichait en public. « Désolée, belle maman, mais vous n'irez pas à cette fête. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. « Ouvre cette porte immédiatement, c'est ridicule. »« Ridicule? Non, nécessaire. » J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir dans le salon, des objets déplacés. Puis,
Vous cherchiez ça, belle maman? Votre téléphone? Il était dans votre sac. Quelle négligence! Je me suis mise à frapper plus fort, de toutes mes forces. Rends-le-moi! Tu es folle? Vous n'avez pas besoin de ça aujourd'hui. Je vais le garder en lieu sûr. Valéria? Ouvre! Je t'ordonne d'ouvrir! Un petit rire glacé a traversé la porte. Quand j'arriverai à la fête, je dirai à Diego que vous refusiez de venir, que vous m'avez dit être fatigué de faire semblant de m'apprécier, que vous ne vouliez pas gâcher votre journée avec nous. Il me croira, comme toujours. Tout ça est faux, il sait qui je suis. Vraiment? Encore ce rire, lent, cruel. Cela fait 2 ans que je lui répète que vous me parlez mal, que vous me critiquez, que vous perdez la mémoire. Il commence déjà à le croire. Et après aujourd'hui, vous serez enfin hors de notre vie. Puis j'ai entendu la porte d'entrée se fermer, son moteur démarrer et sa voiture s'éloigner. Je suis restée là, seule, dans cette petite salle de bain sans fenêtre, le cœur écrasé, incapable de comprendre comment une personne pouvait aller aussi loin. 1 heure a passé, puis 2. J'ai crié jusqu'à perdre la voix. J'ai frappé jusqu'à sentir mes mains gonfler. J'ai tenté de forcer le verrou avec une épingle à cheveux. Rien n'a fonctionné. La salle de bain était froide. L'air était humide. Mon propre reflet, dans le miroir, me renvoyait une femme vieillie par la détresse. Je me suis assise par terre. Les minutes passaient, lourdes, interminables. 12h30. La fête avait commencé. J'imaginais Matteo, mon petit-fils, soufflant ses bougies. Je l'imaginais chercher ma présence. Demander « Où est mamie ?» et Valéria, souriante, triomphante, racontant son mensonge, calmement, comme si c'était une vérité indiscutable. Cette pensée m'a transpercée. Pas de tristesse, de rage. Une rage brûlante, sourde, que je n'avais jamais ressentie. J'ai recommencé à frapper la porte. J'ai hurlé, imploré. Puis, soudain, bam, bam, bam. Des coups contre la porte d'entrée. Ma respiration s'est arrêtée. « Madame Mercedes, vous êtes là ?» C'était la voix de Clemencia, ma voisine. « Je suis ici, dans la salle de bain. Je suis enfermée. » Mon Dieu, attendez, on arrive. J'ai entendu des pas précipités, une voix masculine, son mari, puis le bruit d'outils. Après quelques minutes, des coups contre la serrure de la salle de bain. Et enfin, crac. La porte a cédé. La lumière du couloir a envahi la pièce. L'air frais m'a frappé le visage. Je me suis levée difficilement, les jambes tremblantes, les yeux brûlants, ma robe froissée. Je devais ressembler à une revenante. « Que s'est-il passé? Qui vous a enfermé ?» a demandé Clemencia. Je n'ai pas répondu, parce qu'une seule pensée occupait tout mon esprit. Je devais aller à cette fête, maintenant, tout de suite. Je me suis précipitée vers mon sac, attrapé mes clés, et sans même remettre mes cheveux en place, j'ai dit « Je dois partir. » Mais où? Dans cet état? À l'anniversaire de mon petit-fils. Clemencia m'a regardée comme si j'étais sur le point de faire quelque chose d'insensé. Et elle avait raison, car à ce moment précis, dans cet état de rage et de humiliation absolue, j'ai su exactement ce que je devais faire. J'ai conduit jusqu'au lieu de la fête comme une femme possédée. Les mains tremblaient sur le volant. Mes yeux brûlaient encore des larmes et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait déchirer ma poitrine. Quand je me suis garée devant la salle d'anniversaire, j'ai respiré un grand coup. Je devais entrer, dire la vérité. Mais quelque chose en moi savait que ce ne serait pas suffisant. Valéria avait passé 2 ans à tisser ses mensonges, 2 ans à manipuler, préparer des scénarios, inventer des preuves, modeler Diego à son avantage. Une simple confrontation ne suffirait pas. Elle retournerait tout contre moi. Comme toujours, j'ai fermé les yeux. Et j'ai compris que cette fois, je devais devenir plus forte qu'elle. Plus tard, après l'explosion dans le salon de fête et la révélation de sa présence dans mon quartier ce matin-là, j'ai quitté les lieux brisés mais lucides. Diego était sous le choc. Les invités murmuraient. Valéria avait fui comme une ombre. Moi, j'ai marché jusqu'à ma voiture, sans un mot. Je n'étais plus la victime enfermée dans une salle de bain. J'étais une mère prête à défendre sa vérité. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube.
J'avais à peine dormi, mais la détermination brûlait dans ma poitrine. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais jamais pensé utiliser un jour, celui d'un avocat reconnu dans Lyon pour gérer des affaires familiales complexes. Maître Antoine Lévesque, un homme réputé pour son calme glacial et ses stratégies redoutables. « Bonjour Madame Reyes, que puis-je faire pour vous ?» Sa voix posée m'a donné un étrange sentiment de sécurité. Je lui ai tout raconté. Chaque mensonge, chaque manipulation, l'enfermement, les humiliations antérieures, la coartada fabriquée, tout. Il m'a écouté en silence pendant plus de 20 minutes. Puis il a dit « Madame, ce que vous décrivez constitue potentiellement plusieurs délits graves. Mais nous avons besoin de preuves concrètes. Êtes-vous prête à aller au bout ?» J'ai fermé les yeux. Matteo, Diego, tout ce que j'avais perdu, tout ce qu'elle avait tenté de m'enlever. Oui, je suis prête. La première étape, rassembler les preuves physiques. Je suis retournée à la maison avec Maître Lévesque le jour même. Il a pris des photos de la salle de bain, de la serrure brisée, des marques sur mes mains. Il m'a demandé d'expliquer la scène en détail, de reproduire la distance, les gestes, le timing. Chaque seconde comptait. Puis il a interrogé mes voisins, Clémentia et son mari. Ils ont confirmé m'avoir trouvée enfermée, m'avoir libérée, et que personne d'autre n'était dans la maison. Ils ont donné leur signature sans hésiter. 2 témoins fiables, c'était déjà un début solide. Ensuite est venue la partie la plus difficile, la reconstitution du parcours de Valéria ce matin-là. Antoine m'a conseillé de contacter la mère de Valéria, Madame Patricia, dont je savais qu'elle partageait sa localisation avec sa fille. Je tremblais en l'appelant. Je me sentais presque coupable de lui demander cela. Mais quand elle a répondu, sa voix était encore chargée de honte et de douleur. Je ferai tout pour réparer ce que ma fille a fait. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Elle nous a montré l'historique complet, heure par heure, rue après rue. Et à 10h34, l'aiguille bleue clignotait dans ma rue. Une preuve irréfutable. J'ai senti mes yeux s'embuer. Pas de tristesse, de soulagement. La deuxième scène d'enquête a été plus éprouvante. Il fallait contacter l'école maternelle de Matteo et obtenir les informations sur les visites autorisées, les commentaires de Valéria et les éventuels comportements suspects. Je redoutais cette étape. J'avais peur que les mensonges de Valéria aient déjà influencé les éducatrices. Mais, à ma grande surprise, l'une d'elles m'a prise à part. « Madame Reyes, Valéria nous disait souvent que vous étiez confuse, que vous aviez des difficultés à communiquer, que vous oubliez des rendez-vous. Nous avions des doutes. Vous n'avez jamais montré ces signes. » Elle a accepté de faire une déclaration écrite. C'était comme si, soudain, les mensonges s'effondraient un à un. Mais ce parcours n'a pas été linéaire. Il y a eu un moment où j'ai failli abandonner. Après une journée entière d'entretien, de démarches, de signatures, je suis rentrée chez moi complètement vidée. Je me suis assise dans le salon, j'ai pris ma tête entre mes mains et la douleur m'a submergée. L'idée que Diego ait pu douter de moi, qu'il ait failli me laisser partir de sa vie, m'a coupé le souffle. Je me suis mise à pleurer, la poitrine secouée, comme une petite fille. Puis quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Clémentia. Elle m'a prise dans ses bras, sans un mot. Elle m'a apporté une soupe chaude, du pain, et m'a dit « Ne laissez pas cette femme vous voler votre famille. Pas après tout ce que vous avez construit. Continuez, nous sommes avec vous. » Ces mots m'ont redonné l'énergie que j'avais perdue. La troisième scène d'investigation s'est jouée le lendemain. Maître Lévesque m'a conseillé de consulter un médecin généraliste pour documenter mon état physique après l'enfermement. Marquès sur les mains, déshydratation légère, tension, tout devait être consigné. Le docteur a tout noté soigneusement et m'a remis un certificat complet. « Ce que vous avez vécu est grave, madame, très grave. » Je le savais déjà. Mais l'entendre d'une voix neutre et professionnelle, c'était différent. C'était réel. C'était indéniable. Au bout de 3 jours, nous avions témoignages signés photos et documentation médicale, historique de localisation, déclaration de l'école, certificat de médecin, chronologie minutieuse des faits. Maître Lévesque a réuni tout ça dans un dossier épais et ordonné.
Il m'a regardé au-dessus de ses lunettes. « Madame Reyes, vous êtes prête pour la vérité ? Ce dossier est suffisamment fort pour déclencher une procédure pénale. Et si vous le souhaitez, vous pouvez accuser Valeria de séquestration. » Un frisson m'a traversé. Pas de peur, de justice. Oui, je veux aller jusqu'au bout. Antoine a posé la main sur le dossier. Alors préparez-vous. Le prochain pas sera le plus important de votre vie. Je suis sortie de son cabinet. Le vent froid de Lyon m'a frappé au visage. Et j'ai su, avec une clarté absolue, je n'étais plus la femme enfermée dans une salle de bain. J'étais celle qui allait ouvrir toutes les portes. Aqui está a seção 5 totalmente em francês, seguindo rigorosamente todas as regras solicitadas, com clímax cinematográfico, justiça completa, humilhação pública da vilã e micro-plot twist final. Contagem. 905 mots, entre 850 et 950. Une semaine plus tard, Maître l'évêque m'a appelé tôt le matin. « Madame Reyes, c'est aujourd'hui. Valeria est convoquée pour une audience préliminaire au tribunal de Lyon. Votre présence est indispensable. » J'ai senti mes mains trembler, mais pas de peur, de détermination. Le tribunal de Lyon se trouvait dans un bâtiment ancien, aux pierres blondes et aux grandes portes en bois. Lorsque je suis arrivée, il y avait déjà du monde. Diego, Matteo dans les bras de sa tante, Clémencia et son mari, Madame Patricia, 2 éducatrices de l'école et même le voisin avocat qui avait été témoin lors de la fête. 9 personnes en tout. Toutes là pour la vérité. Puis, Valeria est arrivée. Vêtue d'un tailleur beige trop parfait, les cheveux impeccables, le visage maquillé avec soin, mais ses yeux, révélés, agités, nerveux, presque suppliants. Elle s'est figée en me voyant, et j'ai vu, pour la première fois, la peur dans son regard. Nous sommes entrés dans la salle d'audience, grande, froide, avec ce silence lourd des lieux où la vie des gens change en quelques minutes. Le juge, une femme sévère aux lunettes rectangulaires, a pris place. Nous ouvrons l'audience concernant Madame Mercedes Reyes contre Madame Valeria Sandoval pour accusation de séquestration, manipulation répétée et dommages psychologiques. Valeria a avalé difficilement sa salive. Le juge a invité Maître l'évêque à présenter le dossier. Il s'est levé, calme comme toujours, et a ouvert une chemise épaisse. « Madame la juge, voici les faits, établis par preuves indépendantes, témoignages et documents officiels. » Puis il a commencé, méthodiquement, implacablement. Les photos de la serrure fracturée, les marques sur mes mains, le rapport médical, le témoignage signé de Clémencia et de son mari, les déclarations de l'école, l'historique de localisation fourni par la mère de Valeria. Chaque élément tombait comme un coup près. Valeria pâlissait. Les témoins la regardaient sans cligner des yeux. C'était comme si, enfin, son château de mensonges s'effritait sous la lumière. Le juge a ensuite demandé à Valeria de répondre. Elle s'est levée, la voix tremblante. « Votre honneur, je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. J'ai paniqué ce jour-là. Je voulais juste un moment de paix. Mercedes me mettait toujours de côté. Elle critiquait ma cuisine, mes choix, tout ce que je faisais. Je me suis sentie envahie, étouffée. C'est faux, ai-je dit, incapable de rester silencieuse. Le juge m'a fait signe d'attendre. Continuez. Valeria a inspiré, essayant de reprendre contenance. Je voulais juste qu'elle arrive un peu plus tard à la fête. C'est tout. Je n'ai jamais eu l'intention de la séquestrer. Antoine s'est levé d'un pas net. Madame Sandoval, vous avez été enregistrée en train d'avouer vos intentions exactes. Votre propre mère a capté vos paroles lors de la fête. Nous avons l'enregistrement. Un frisson a parcouru la salle. Valeria s'est tournée brusquement vers sa mère. « Tu m'as enregistré ?» Madame Patricia avait les yeux rouges. « Je devais le faire, Valeria. Tu étais devenue quelqu'un que je n'arrivais plus à reconnaître. » La vidéo a été diffusée. La voix de Valeria, sa vraie voix, froide, dure, sans masque, résonnait dans toute la salle. Je voulais un jour sans elle. Je comptais revenir et la trouver enfermée. Diego croira qu'elle perd la tête. Ce n'est pas la première fois. Je l'ai fait passer pour oublieuse. J'ai caché son cadeau. Je veux qu'elle disparaisse. Chaque mot tombait comme une pierre.
Valéria a mis ses mains devant son visage. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'était fini. Diego s'est levé. Valéria, tu as détruit ma confiance, ma famille, et tu as presque brisé la femme qui m'a tout donné. Je ne te laisserai plus jamais approcher ma mère. Ses yeux étaient remplis d'une colère profonde, une colère que je n'avais jamais vue chez lui. Valéria s'est effondrée sur sa chaise. Un sanglot secouait ses épaules. Humiliée, exposée, dévoilée devant tous. Le juge a prononcé sa décision. Compte tenu des preuves accablantes, le tribunal reconnaît Madame Sandoval coupable de séquestration légère, manipulation répétée et harcèlement moral. Elle devra suivre un programme obligatoire de réhabilitation psychologique, effectuer 180 heures de travaux d'intérêt général et une ordonnance d'éloignement de 12 mois est prononcée en faveur de Madame Reyes. Mes jambes se sont mises à trembler. Un poids immense se levait enfin de ma poitrine. J'ai senti la main de Diego saisir la mienne. Fort, chaud, présent. Je suis là, maman. Je suis tellement désolée. J'ai fermé les yeux. C'était ma victoire. Notre victoire. La justice. Alors que tout le monde sortait de la salle, un policier s'est approché de Valéria pour lui expliquer les mesures de suivi. Elle a levé les yeux vers moi, pleine de rage, de honte, de défaite. Et c'est là que le micro-plot twist est arrivé. Le policier a ajouté « Madame Sandoval, nous avons aussi reçu un signalement concernant une fraude administrative liée à votre emploi. Une enquête sera ouverte. » Valéria a blêmi. Ce n'était plus seulement ma bataille. Son propre passé la rattrapait. Elle a murmuré, presque inaudible, « Ce n'est pas possible. » Mais oui, c'était possible, et c'était seulement le début. Je me suis tournée vers Diego et j'ai dit doucement « Allons récupérer Matteo. » Nous avons quitté le tribunal sous le soleil de midi, la tête haute, le cœur libéré. Et derrière nous, Valéria restait assise, seule, terrassée, sans plus aucune arme pour blesser qui que ce soit. 6 mois ont passé depuis ce jour au tribunal. Et même si tout n'a pas été simple, ma vie a retrouvé une paix que je croyais perdue. Diego et moi avons reconstruit notre relation pas à pas. Les premières semaines ont été difficiles. Il se sentait coupable de m'avoir douté, de ne pas avoir vu ce que Valéria manigançait dans l'ombre. Nous avons parlé, beaucoup. Nous avons pleuré aussi. Mais petit à petit, la confiance est revenue. Aujourd'hui, il vient chaque dimanche avec Matteo. Nous cuisinons ensemble, jouons dans le jardin, rions autour d'un café, comme avant. Non, mieux qu'avant. Quant à Matteo, il connaît enfin sa grand-mère. Il court vers moi quand il arrive, me serre dans ses petits bras, me raconte ses journées avec cette innocence lumineuse que rien ne devrait jamais ternir. Et chaque fois qu'il rit, je me souviens pourquoi j'ai tenu bon. Et Valéria ? D'après ce que m'a raconté Patricia, elle suit toujours son programme de réhabilitation. Elle a perdu son emploi après l'enquête administrative. Elle vit désormais seule, dans un petit appartement en périphérie de la ville. Elle ne m'a jamais demandé pardon, mais je n'attends plus rien d'elle. Je ne lui souhaite pas du mal. J'espère juste qu'un jour, elle comprendra tout le tort qu'elle a causé, à elle-même, à son fils, et à ceux qui l'aimaient sincèrement. Le véritable twist est venu il y a quelques semaines. Valéria a demandé à Diego la permission d'assister à l'anniversaire de Matteo. Non pour se montrer, mais pour réparer un peu. Diego a refusé, calmement, sans haine. Il lui a répondu « On récolte ce qu'on sème, et tu dois encore apprendre à semer juste. » Des mots simples, mais lourds de sens. Aujourd'hui, je regarde tout cela avec un mélange d'émotion et de gratitude. J'ai compris une chose essentielle. Se taire pour préserver la paix ne crée que plus de silence et plus de douleur. Parfois, il faut se lever. Parfois, il faut dire non. Parfois, il faut se défendre, même si la voix tremble. Et si toi qui m'écoutes as déjà dû être forte pour qu'on te respecte, sache une chose, tu n'es pas seule. La justice arrive, parfois tard, parfois d'une manière inattendue, mais elle arrive. Si cette histoire t'a touché, si tu t'es reconnu dans mes mots, raconte-moi ton expérience dans les commentaires. J'aimerais te lire. Et surtout, abonne-toi et partage cette vidéo si toi aussi, un jour, tu as dû te battre pour que ta dignité soit entendue. Parce que ta voix compte. Toujours.
À très bientôt pour une nouvelle histoire.